Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc député socialiste de Paris et ancien adjoint à la mairie de Paris. Vous avez dû en charge notamment ce dossier-là quand vous étiez aux responsabilités à la mairie. Aujourd'hui, avec ce chantier, ce pari fou, est-ce que vous dites que rien n'aurait été possible sans le volontarisme d'Emmanuel Macron ? En tout cas, rien n'aurait été possible sans le volontarisme de tout le monde. D'abord, évidemment, du président de la République, ensuite de la maire de Paris, ensuite du général Georges Lain et de Philippe Jost, qui a pris sa suite à la tête de l'établissement public pour la reconstruction, du diocèse, bref, un alignement assez exceptionnel, comme seul sans doute le miracle de Notre-Dame peut l'inspirer, pour mettre les bonnes volontés autour de la table, et puis un savoir-faire français exceptionnel de compagnons, d'artisans, d'entreprises qui ont permis de respecter l'objectif. 5 ans seulement après l'incendie, elle renaît de ses cendres. 50 chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus aujourd'hui. On l'a dit, à cause du temps, eh bien, tout va être rapatrié à l'intérieur. Le président de la République va faire un discours à l'intérieur de la cathédrale. C'est ce qu'il souhaitait au début, et puis on lui avait dit non, plutôt à l'extérieur. Vous y voyez une forme de récupération politique avec cet événement ? Non, écoutez, non, pas du tout. D'abord, on a beau faire beaucoup de travaux préparatoires pour ce type d'événement, entre sa dimension républicaine, sa dimension liturgique, à la fin des fins, la bonne vieille météo impose un peu de pragmatisme. Et donc, ça n'a pas beaucoup d'importance en réalité. Ça devait être à l'extérieur pour des raisons d'ailleurs que j'ignore d'anticipation d'un risque météo de vent fort. Eh bien, il a été décidé hier de le rapatrier à l'intérieur. On fera avec, et ça me paraît assez secondaire. C'est même assez intéressant, comme vous le disiez avant. Notre-Dame, c'est un monument liturgique, religieux, mais c'est d'abord un monument républicain. Il appartient d'ailleurs en tant que tel à l'État, et c'est pour ça que l'État a un tel rôle dans sa reconstruction. Et l'hôtel ne sera avant 1905. Exactement, comme tous les édifices cultuels construits avant 1905. Et l'hôtel ne sera consacré que demain matin. Et donc techniquement, c'est un monument républicain pour au moins toute la nuit. Et donc voilà, j'y vois un petit clin d'œil. Moi, je suis pas croyant, je suis très respectueux de la foi, très respectueux du culte, mais je considère que Notre-Dame est d'abord un bien commun et d'abord un bien de la République. Alors vous étiez, je le disais, premier adjoint d'Anne Hidalgo au moment de l'incendie, pendant une très grande partie des travaux, député de la circonscription aujourd'hui. Quelles difficultés il a fallu surmonter pour qu'on en arrive là aujourd'hui ? Les difficultés ont été immenses. D'abord, comme tant l'ont fait, je veux à nouveau rendre hommage aux pompiers, parce que s'ils n'avaient pas été là et dans une qualité d'intervention extraordinaire, Notre-Dame ne serait plus là, il faut le dire. On est passé à quelques minutes près de la catastrophe. La difficulté, c'est qu'il a d'abord fallu, avec la volonté politique de la reconstruction, il a d'abord fallu comprendre ce qui s'était passé, le diagnostic de longs mois de mise en sécurité du bâtiment pour que ce qui était resté debout ne tombe pas, etc. Donc il y a eu au début beaucoup d'aléas et de flottements de calendrier, mais d'une certaine manière, il n'y a pas eu de trop mauvaises surprises de ce point de vue-là. On le sait, le bâtiment a bien tenu. On a construit un grand échafaudage au cœur, pour simplifier, qui est venu lui-même stabiliser la structure comme s'il était une tour qu'on avait construite à l'intérieur. Et ça a été sans arrêt des moments un peu décisifs, comme sans doute seul le général Georges Lain et Philippe Jost avec lui pouvaient les surmonter méthodiquement. Il y a eu tout, la stratégie, comment trouver la pierre, comment trouver les fameuses chaînes pour la charpente, des choix stratégiques. Est-ce qu'on reconstruit la charpente exactement à l'identique ou est-ce qu'on la fait plus moderne ? Il a été l'histoire de la flèche aussi, qui a aussi fait débat. Oui, ça, pour le coup, ça n'a pas flotté trop longtemps. Mais voilà, c'est un monument magnifique. Je pense que tout le monde a un attachement affectif immense à cet édifice. J'ai vraiment la chance, c'est un peu un hasard, mais la chance qu'il soit dans ma circonscription de député après tant d'années à veiller à ses travaux comme premier adjoint d'Anne Hidalgo. Et donc aujourd'hui, c'est à la fois un immense soulagement. C'est aussi un moment de reconnaissance pour tous les témoignages de soutien qu'on a eu du monde entier. Je pense évidemment, je pense aux chefs d'État d'abord et aux nombreuses personnalités qui sont exprimées dans le monde, mais je pense aussi effectivement aux donateurs, sans lesquels rien n'aurait. Avec parfois des petits dons. Des petits dons, des gros dons, et tous ont la même valeur, et sans lesquels, disons-le, le calendrier n'aurait pas été respecté, parce que nous n'aurions pas pu dégager les 700 millions d'euros nécessaires à la reconstruction. Rachida Dati, elle dit qu'il faut faire payer l'entrée de Notre-Dame. Vous en pensez quoi ? Je suis plutôt en désaccord avec ça. Autant je peux comprendre, et elle a raison de poser la question de comment on utilise les grands lieux touristiques de France comme levier pour financer les lieux
plus confidentielle, et notamment l'entretien du patrimoine. Donc je suis tout à fait ouvert à cette réflexion. En revanche, faire payer les lieux de culte me paraît compliqué. D'abord sur le principe, ce sont des lieux d'hospitalité et des lieux de recueil, pas seulement sur l'aspect liturgique, mais sur l'aspect aussi de fréquentation patrimoniale. Et deuxièmement, il faut modifier la loi de 1905 pour cela. Je ne suis pas sûr, vu l'état de l'Assemblée nationale, que ce soit la priorité du moment. Alors, vous avez récemment déclaré votre candidature à la mairie de Paris. Anne Hidalgo a désigné Rémi Féraud. Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout ? Oui, bien sûr, je vais aller jusqu'au bout. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour Rémi Féraud, encore plus pour Anne Hidalgo. Dans des moments internes de désignation, il y a des concurrences. C'est le principe de la démocratie. Il faut en accepter l'augure et s'y plier avec bonne volonté, passion, enthousiasme. C'est mon cas et je vois ça très sereinement. Et vous pensez que vous serez désigné du coup par les militants socialistes ? Absolument. L'autre jour, lors d'un déplacement, Anne Hidalgo a déclaré « À certains moments, il y en a qui peuvent plus rassembler que d'autres. C'est tout à fait le cas d'Emmanuelle Grégoire. » Et elle a désigné la personne qui était à côté d'elle et c'était Rémi Féraud. Comment vous interprétez ce lapsus ? J'en suis flatté, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. D'abord, on l'a dit tellement souvent... C'est peut-être le fond de sa pensée ? J'espère, mais on l'a dit tellement souvent, elle et moi, que ça laisse forcément une trace. Alors, sur l'extension de la zone à trafic limité, vous voulez prendre le temps, alors que Rémi Féraud, lui, il dit qu'il faut aller plus vite, qu'il faut l'étendre à l'ensemble de la capitale. Est-ce que c'est une façon de dénoncer un peu la méthode d'Anne Hidalgo, qui a pu parfois heurter un peu les Français qui utilisent notamment leur voiture ? Oui, enfin, d'abord, là, pour le coup, c'est pas Anne Hidalgo, c'est Rémi Féraud qui a formulé cette proposition. Je pense qu'elle n'a pas d'intérêt vraiment du tout, parce que en réalité, il n'y a pas de trafic de transit tout Paris. Ça reviendrait en réalité à avoir très peu de résultats supplémentaires. Si en revanche l'objectif c'est de réduire la place de la voiture en ville, on continuera à le faire avec méthode. Je suis plutôt moi par exemple sur la piétonisation des quartiers, de s'appuyer sur les maires d'arrondissement pour faire ce qu'on appelle des mini-cœurs piétons, que chaque maire d'arrondissement prenne la liberté et de la méthode et du calendrier dans lequel il veut faire, de créer des micro-quartiers piétons. On avait évoqué la butte Montmartre, évidemment, mais on peut avoir d'autres exemples. Je veux là-dessus, sur le plan de la méthode, donner la main au maire d'arrondissement et sur le choix, sur le fond, et deuxièmement, sur le calendrier dans lequel il pense pertinent de le mettre en œuvre. Voilà, ce sont des nuances. Je les assume. Elles ne me feront pas oublier l'essentiel, c'est que Rémi et moi, on est très proches politiquement et que le moment venu, quand le candidat sera choisi, on sera rassemblés. On n'a qu'un adversaire, c'est la droite. Et que des partenaires à gauche. Vous êtes dans la rupture d'Anne Hidalgo parce que vous avez tous les deux travaillé avec elle. Est-ce que vous voulez continuer ce qu'elle a commencé à entreprendre ou est-ce que vous voulez vous singulariser ? Je souhaite me singulariser pour une raison très simple, c'est que c'est aussi un sujet d'une nouvelle phase qui s'ouvre. Moi, j'ai été 10 ans son adjoint, 6 ans son premier adjoint. Et je suis fier de chaque minute que j'ai passée à ses côtés. Ça a été difficile, on a eu des épreuves difficiles dans l'exercice de nos mandats. Évidemment, ce couronnement très spectaculaire et très agréable qu'ont été les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et moi, je veux m'appuyer sur ce que nous avons fait de façon très forte, très puissante pour la suite. Et puis, évidemment, j'entends aussi présenter ma méthode plus personnelle, la façon dont je veux emmener le collectif, la façon dont je veux mettre un certain nombre de choses en mesure et en œuvre dans le futur. Et c'est à ça que va servir le débat des prochaines semaines, des prochains mois. Et vous n'avez pas peur d'être comptable du bilan quand on voit que aujourd'hui dans les sondages, les socialistes sont plutôt donnés perdants et notamment en termes de vitesse, de sécurité, de propreté, c'est pas toujours ce que les Français... Deux choses. D'abord, non, je suis fier du bilan qu'on porte collectivement. Il n'est pas parfait. On ne fait pas tout parfaitement et donc il y a des choses à améliorer. Sur les sujets que vous avez évoqués, il y a sans doute des choses à faire, mais je suis fier du bilan. Et parce que j'ai une lecture lucide aussi sur notre action, je sais les points sur lesquels les Parisiens attendent plus, ils sont très exigeants et ils ont raison. Alors, parlons politique parce qu'on est dans une situation un petit peu particulière. Hier, les socialistes se sont rendus à l'Élysée. Ils ont rencontré Emmanuel Macron et à la sortie, on avait le sentiment qu'ils étaient prêts à éventuellement participer à un gouvernement avec un Premier ministre de gauche. Est-ce que vous sentez vraiment que les socialistes là sont en train de se détacher des insoumis ? Oui, alors, par contre, dans la phrase que vous formulez, il n'y a pas de surprise. Que les socialistes soient prêts à participer à un gouvernement avec un Premier ministre de gauche, oui, à l'évidence. Alors, c'est même le principe. On va parler peut-être du périmètre après de ce gouvernement. Par contre, très clairement, pas avec un Premier ministre de droite. Voilà. Donc finalement, les choses sont bien rangées, quoi. Et oui, il y a une divergence stratégique avec la LFI et j'espère qu'elle n'est pas définitive. Parce que aujourd'hui, c'est la LFI qui
entre guillemets, quitte le NFP. C'est la LFI qui se singularise par rapport au NFP. Pourquoi ? Il n'y a pas marqué dans le programme du Nouveau Front Populaire qu'on est pour la destitution de Macron, voire même qu'on est pour sa démission. Pas marqué ça. Le Nouveau Front Populaire, c'est un pacte d'action gouvernementale autour de priorités politiques, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des moyens de l'hôpital, de l'école publique, par revenir dans le détail là-dessus, enrichi d'ailleurs depuis de 3 mois de longues discussions budgétaires qui nous ont permis d'affiner un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les socialistes sont alignés avec les écologistes et les communistes. J'entendais ce matin le président André Chassaigne du groupe communiste à l'Assemblée nationale dire la même chose que nous. C'est nous avons une responsabilité politique vis-à-vis de nos électeurs, c'est de mettre en œuvre les raisons pour lesquelles ils ont voté pour nous. Mais donc c'est derrière le programme que vous venez le programme du NFP oui, alors. C'est le programme du NFP, mais comme l'a dit André Chassaigne, Boris Vallaud, Patrick Kanner, Olivier Faure, pas que le programme du NFP, puisque ce n'est pas possible, on n'est que 192 députés. Mais donc les retraites par exemple, vous êtes prêt à céder là-dessus ? Non, c'est pas impossible. Impossible. Donc il faut l'abrogation de la réforme des retraites ? D'abord, il faut être ouvert au dialogue. Et on a dit, on voit bien que c'est pas simple, puisqu'il n'y a pas de majorité. On est pour la suspension. On suspend la mise en œuvre de la réforme des retraites jusqu'à 2027, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines échéances électorales présidentielles. Suspendre, c'est tout à fait possible. Ça veut dire laisser tomber la réforme. Non, ça ne veut pas dire la laisser tomber. Ça veut dire qu'il reviendra au peuple français de décider en 2027 de façon démocratique s'il la souhaite ou pas. C'est, je pense, vraiment de bon sens. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y a pas que la gauche qui dit ça désormais. Il n'y a pas que la gauche qui dit ça désormais. Donc on est clairement sur une ligne très, très commune avec les écologistes et les communistes. C'est deux choses. C'est-à-dire, nous, notre responsabilité politique, c'est d'honorer le contrat moral que nous avons avec nos électeurs. C'est le programme du NFP, en tout cas ses grandes lignes de force. Mais si c'est un Premier ministre de droite, il n'y aura pas de participation de la gauche dans ce gouvernement. Non, ça n'existe pas. Et si c'est François Bayrou, parce que c'est un nom qui revient souvent, et puis il est au centre finalement, ni droite ni gauche. Est-ce que là, vous pourriez accepter ? François Bayrou, je connais bien François Bayrou et j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça fait 40 ans qu'il est de droite. Ça fait 40 ans qu'il est de droite. Et il se trouve que les gens de droite disent qu'il est de gauche. Non, alors je ne connais pas beaucoup de gens de droite qui disent que François Bayrou est gauche. Il n'a pas soutenu Nicolas Sarkozy ni en 2007 ni en 2012. C'est normal, il était à certaines occasions candidat lui-même, donc c'est logique. Je le rappelle. Pas au deuxième tour. Oui, mais d'accord, mais c'est compliqué de soutenir au premier tour quand on est soi-même candidat en face. Ce que je veux dire, c'est que François Bayrou a toujours été, il est de centre droit, certes, c'est très bien, mais il est de droite quand même. Et donc nous ne participons pas à une aventure gouvernementale. En même temps, si c'est François Bayrou, est-ce que c'est un signal de volonté de dialogue ? Moi d'abord, mon avis importe peu, on en parlera collectivement, en réunion de groupe. Ce sera au Premier ministre ou à la Première ministre nommée de venir voir les présidents de groupe de l'Assemblée nationale, de faire des propositions de méthodes, de calendrier, de compromis possibles, et on verra si on les accepte. Il ne peut pas y avoir de notre part ni un engagement ni un entêtement à vouloir censurer tout Premier ministre, ni l'engagement à ne pas le censurer. Ça dépend des circonstances politiques et des motifs qui peuvent nous conduire à prendre cette décision. Donc vous censurez pas d'office, comme vous l'avez fait pour Michel Barnier, un Premier ministre de droite ou François Bayrou ? Mon avis, c'est que non, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut attendre de discuter. C'est ni soutien automatique, ni censure automatique. On doit discuter. Et nous, notre exigence au groupe socialiste, c'est de le faire d'abord en dialogue avec les groupes du Nouveau Front Populaire, et puisque la LFI s'en écarte, avec le groupe écologiste et avec le groupe communiste. La gauche, sa force, c'est de rester en bloc. Et donc, on pèsera pour essayer d'être utile aux Français sans bloquer le pays. Si François Bayrou vous propose un accord sur la proportionnelle, par exemple, ça peut vous permettre ou un soutien sans participation, ça peut... Non, enfin, je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Si François Bayrou arrive et qu'il nous dit, moi, en fait, j'ai découvert hier matin que je suis de gauche et voilà le programme de gauche que je vais appliquer, je suis pas quelqu'un d'obtus, on va l'écouter. Simplement, c'est peu probable. Donc, on va attendre tout simplement. Je ne vais pas faire des conjectures sur qu'est-ce que pourrait proposer un ou une future première ministre. Ce qu'on dit très clairement, c'est que si c'est un gouvernement de droite, nous n'y participerons pas. Et ils devront discuter les conditions d'une non-censure avec nous. Et nous redisons que notre priorité est quand même, parce que c'est la logique des élections législatives, on finit par l'oublier tellement de nommer le premier Macron est obsédé à l'idée. C'est ça ? Exactement. Et donc de nommer un premier ministre qui soit plutôt de gauche. Merci Emmanuel Grégoire d'avoir été avec nous ce matin, député socialiste